Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un quiz exceptionnel. Et oui, et ce soir en plus on est en compagnie de Montée de Linguisticae et de Viviane de Syllabus. Salut. Bonjour. Bonsoir. C'est tout à fait la vérité. Est-ce que vous allez Nous sommes bien là. Très bien, merci. Nous allons très bien. Pour ceux qui vous connaissent pas, Viviane, raconte-nous un petit peu ce que tu fais et depuis quand sur YouTube et ailleurs d'ailleurs. Et ailleurs, ouais. Donc moi, je parle de science sur YouTube depuis septembre 2013. Et donc moi, je parle de science. Puis j'aime bien les sujets un petit peu décalés, genre pourquoi est-ce qu'il y a de la fourrure autour des capuches, c'est quoi la composition de l'air dans les cavités du poivron, ou la collaboration qu'on a faite avec toi, Ben, sur le meilleur tournevis, qui est la vidéo la plus vue d'ailleurs, qui était donc notre collaboration, parce qu'il y a un meilleur tournevis, et le meilleur tournevis, c'est le Robertson à tête carrée. Voilà. Bon, et toi, camarade Montée, qui est là depuis un petit bout de temps aussi, hein. T'as même filé un coup de main sur la chaîne vers 2015, je crois 2016, Tout à fait. où t'as écrit, 2016, ouais. t'as écrit plusieurs épisodes. Tout à fait. Moi, je fais des vidéos depuis janvier 2015. Des vidéos de linguistique et plus généralement désormais de sciences humaines, puisqu'il n'y a... Enfin, je suis en train d'un peu d'élargir un peu le champ des possibles. Et je stream sur ma chaîne Twitch. Qui s'appelle Montée de Linguisticae. Voilà. Que je suis Montée de la chaîne Linguisticae. Et vous, tout simplement. Voilà, vous avez plein de liens qui pop dans le chat si c'est pas beau ça. Alors, je vous propose d'y aller. On va partir pour la première question. C'est parti. À quelle période n'était-il pas si chouette d'être rentier ? Est-ce que c'est jamais, au Moyen-Âge, au 19e siècle ou après 1914 ? Ah, vous attendiez pas à cette question, hein ? Ah non, effectivement. À quelle période c'était pas si chouette d'être rentier ? On aimerait bien. Est-ce que vous aimeriez être rentier ? Non. Oh bah. Non, je me sentirais mal. Ah ouais ? Ouais. Ouais, moi je pense que tu vis assez Je l'ai. confortablement avec ce genre de culpabilité. Ah oui, je pense on vit bien, mais moi je le vivrais mal. En tout cas, sachez que eh bien c'était le Moyen-Âge. Voilà, il y a 78 personnes qui ont correctement répondu. Ça se tirait vraiment la bourre avec 1914, hein, puisqu'il y a eu exactement le même nombre de réponses. En fait, c'est qu'après le Moyen-Âge que le terme de rentier va changer progressivement de sens et va commencer à désigner ceux qui vont recevoir une rente, donc par exemple un des loyers. Avant ça, les rentiers, c'était ceux qui devaient payer. Donc c'était quand même vachement moins sympa d'être d'être rentier avant cette On est période. sur ce genre de questions du coup, Donc, on est sur des c'est une questions, question ok. linguistique. Ah non, mais On est là-dessus, d'accord, on est là-dessus. D'accord. Je me mets en mode Jean-Luc Reichmann là. je Ok. vous l'ai dit, Il y a un genre de piège. c'est très large. Il faut que tout le monde puisse avoir sa chance. Voilà. Alors là, j'étais pas du tout dans ce sens-là de la question, c'est Ah, non, donc moi non plus. vraiment un hasard que j'ai bien répondu. Ok, il y a des pièges, ok, je retiens. Ok, alright. Question numéro 2. Combien de romans comporte la saga des Rougon-Macquart ? Oh. Est-ce qu'il y en a 6, 12, 20 ou 3458 ? J'ai jamais entendu Je l'ai su. parler de ça. Et ça, je l'ai su, mais je ne sais pas. Et c'est quoi pendant que ça se déroule, tu peux nous le dire ? Les Rougon-Macquart, c'est une œuvre de Zola, voilà, et qui a pour ambition en fait de personnifier le Second Empire, la période du Second Empire par son œuvre. Ça va être un gros taf, hein, puisqu'il y en a pour 23 ans quand même, voilà. Et en 23 ans, il va raconter la vie de 3 générations différentes à travers 20 romans quand même, ça fait beaucoup, hein. J'ai répondu, j'avais un doute, je sais qu'il y en avait beaucoup, Je sais qu'il y a beaucoup de personnages, énormément. En tout cas, il n'y en a pas 3458. Question numéro 3. Quel château est surnommé le château des dames ? Est-ce que c'est le château de Versailles ? Est-ce que c'est le château de Josselin ? Le château de Montceau-les-Maux ? Ou le château de Chenonceau ? C'est pas très loin de chez moi. Voilà. Ah, t'aurais pas pu le dire avant que je réponde. Du coup, j'ai cliqué direct. Allez. Ah, c'est un très beau château. Je pense que j'aurais répondu ça quoi qu'il arrive.
Mais alors moi en plus c'est un château que j'aime bien parce qu'ils ont des cuisines magnifiques, mais à chaque fois je dis ça, Kylie elle me dit tu fais une fixette sur ces cuisines, alors que bon oui elles sont belles, mais bon c'est pas voilà. Mais bon, c'est parce que j'aime bien la bouffe. Du coup, quand je vais là-bas, je m'extasie devant les cuisines du château de Chenonceau. Voilà, vous êtes très nombreux, vous êtes très très nombreux. Voilà, à l'avoir dit. 209. Moi, je l'ai pas eu, et parce que je ne connais aucun de ces châteaux à part Versailles. Josselin, ça me dit un truc. Et Josselin, c'est pas en Bretagne, c'est pas vers chez moi? Ouais, c'est en Bretagne. Je suis en train de les googler tous. Ouais, il me semble que c'est vers chez moi. En tout cas, Chenonceau. sachez que le château de Chenonceau est surnommé le château des dames grâce à son palmarès de propriétaires à pas piquer des hannetons. On peut citer entre autres, parmi celles qui ont œuvré pour son prestige, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, Louise de Lorraine, Louise Dupin qui l'a sauvée des révolutionnaires, ou encore Simone Meunier qui l'a transformé en hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, vous avez une petite aile là-bas qui est réservée à ça, avec une reconstitution de lits pour les blessés de la Première Guerre mondiale, tout ça. Bref, c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller le visiter quand vous y passerez. Question numéro 4. Attention. Où explose la première bombe atomique, en dehors des essais bien sûr? Est-ce que c'est à Konoha, à Hiroshima, à Nagasaki ou à Manille? Putain. Ce silence, vous êtes studieux. Bah, pas spoiler. Et je pense que ça aurait été tragique si ça avait été certaines d'entre elles et que j'ai jamais parlé, ça aurait vraiment été tragique. J'espère vraiment que c'est pas ça. Oui, hein. Ouais, Ouais, j'ai ouvert Maps, j'ai l'impression que ce sera particulièrement utile ce soir. Écoute, je Vous sais. avez explosé Manille, qu'on n'en avait jamais parlé, ça aurait été vraiment très triste. Donc le 6 août 1945, à 8h15, la soute du Enola Gay s'ouvre et la première bombe nucléaire tombe sur Hiroshima. Et vous êtes pas mal de gens à avoir répondu la bonne question. Voilà. D'ailleurs, Enola Gay, vous connaissez la chanson ou pas? La chanson Non. de quoi? Il y a une chanson super connue des années 80, tout le monde danse dessus. Enola Gay, ils connaissent dans le Non. chat, ils ont l'habitude de m'entendre Et ça chanter. ressemble à du Étienne Dao, ce que tu chantes. Ouais, mais c'est un peu le même genre, tu vois, c'est la même période. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je ne savais pas que cette chanson faisait référence à Hiroshima, en fait. Et du coup, c'est une chanson vraiment, tout le monde la danse en soirée, tout ça, et en fait, c'est super triste et horrible comme ça. Ouais, il y en a des comme ça, il y en a quelques-unes. En tout cas, voilà, sur les 245 000 habitants, près de 80 000, donc plus de 30% meurent sur le coup. De nombreux autres sont portés disparus ou blessés. Et c'est qu'après un second bombardement 3 jours plus tard sur Nagasaki que le Japon acceptera de capituler, même si la capitulation, bon, c'est plus complexe que ça, c'est pas seulement ces bombes-là. Donc voilà, c'était le petit moment jovial, on va dire, de ce quiz. Question numéro 5. Allez, quel objet aurait pu sauver la vie du pape Jean XXI? Est-ce que c'est des lunettes à double foyer, des brassards, une canne ou un casque de chantier? Mais qu'est-ce qui allait lui arriver à ce pape-là? Vous avez envie de Parce savoir? que donc il est mort de ça. C'est il y a pas longtemps en plus. Ça. En 21. Ouais, pas trop. C'est quoi, ça doit être 19ème, non? C'est 700-800 ans, quoi. Ah, quoi. Ah, ok. Ouais, ça va. En tout cas, la vraie réponse véritable, de source sûre, c'était un casque de chantier. Oh. Trace, ça me dit un truc. Il s'est pas pris une brique, ce gars. Pierre de Lisbonne, élu pape et renommé Jean XXI en septembre 1276, aurait pu peut-être dû laisser l'aménagement du palais de Viterbo des professionnels. Alors qu'il dirige les travaux de la résidence pontificale, à peine 8 mois après son élection, il est victime d'un accident de chantier. Selon les versions, soit c'est une partie du toit qui s'effondre sur lui, soit c'est une chute d'une poutre. Dans tous les cas, l'issue n'est pas jolie. Voilà. Peut-être que le casque aurait pas suffi. Ah, Si c'est une poutre ou un toit. c'est vrai que ça aurait peut-être pas suffi.
Alors, question numéro 6 pour la peine. En quelle année Allez. Charlemagne est-il couronné empereur ? Oh. Est-ce que c'est 768, 774, 800 ou 813 ? J'en ai fait une vidéo il y a un mois. Si tu te trompes, du coup... Ouais. Et j'en ai parlé avec mon père au McDo il y a une semaine aussi. Eh ben, Et ouais. parler de Charlemagne au Ça faisait McDo. partie des trucs qu'ils apprenaient religieusement à l'école quand il était jeune. Quelle vie. Mais pas nous. Oh, Moi, je l'ai on a- appris aussi à l'école. Je l'ai appris. Oui, avec- hein, nous, on on avait une fiche de dates importantes Ouais. avec des événements associés. On devait les apprendre. ouais, carrément. Je me souviens pas de tous. Et Non, moi non plus. Bon, en tout cas, c'était en l'an 800. Voilà, Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III en décembre 800. Le pape lui aurait posé la couronne impériale sur la tête alors qu'il priait, comme ça, sans prévenir. Et cela ne lui aurait pas beaucoup plu. Charlemagne cumule ce titre avec celui de roi des Francs dans un premier temps, aux côtés de son frère. D'ailleurs, on dit Carloman ou Carloman ? Parce que moi, j'aime bien Carloman. alors moi, bah, le prénom allemand est Carloman, ça c'est Ouais, sûr. c'est Carloman. Le prénom germanique est Carloman, mais je pense qu'en français, beaucoup disent Carloman. Ce qui pourrait... Ouais. On se confrancise en réalité. C'est comme parce que j'ai appris récemment la liste des rois. C'est parmi les trucs que je révise pour les quiz. Et je sais qu'aussi, par exemple, on a du Clotaire et du Lothaire, par exemple, dans les listes, alors qu'en réalité, c'est le même prénom en germanique. Donc je sais pas. Je sais pas quelle est la tradition en la matière. Alors, prochaine question. Alors, c'est Je veux dire homme viril d'ailleurs, hein, juste au passage. Carloman, c'est homme viril. Karl c'est homme et man c'est homme. Enfin les deux veulent dire homme et viril. Donc Carloman c'est très bon homme quand même comme prénom. Ah, je pense que ça va être mon nouveau pseudo alors. Question numéro 8. Quel dinosaure... Ah non, merde, c'est la question 7. Non, attends, oui, c'est la question 7. Je me suis trompé, c'est pas la question sponsor encore. Dans la mythologie grecque, quel est le nom du fleuve qui sépare les enfers du monde terrestre ? Est-ce que c'est le Strymon, le Styx, le Tibre ou la Loire ? Voilà, alors je me suis trompé, mais la Loire, ça me semble plutôt bien indiqué. Hein. C'est pas très Il y a loin deux de chez réponses. moi. Hein. Il y a deux réponses à cette question. Moi, quand tu passes au nord de la Loire, c'est les enfers, clairement. On m'a toujours dit ça. Quand C'est j'étais plutôt en le France, sud, pour c'est moi, là-bas que c'est chaud. C'était au nord d'Avignon. On a tous nos repères. Ah, le fail total. Oui, on était... je t'ai déjà parti, question 8. Question 7, du coup. Donc le Strymon, le Styx, le Tibre ou la Loire. C'est quoi, selon vous ? Moi, c'est Moi, le j'ai Styx. pas répondu. J'ai aucune idée. Le Styx, oui, le Styx, Ouais. tout à fait. Qu'on peut traverser grâce au passeur, hein, Caron, voilà, qui est là. Il faut mettre une pièce dans la bouche du mort, c'est ça, pour passer ? Ouais, c'est ça, ouais. Si t'as Ouais. pas de pièce, tu passes pas. Et tant pis, tu restes sur la berge. Exactement, tu restes sur la berge et tu galères un certain nombre de temps, hein, tout le temps en fait. Voilà. Donc effectivement le Styx est l'un des fleuves des enfers, il sépare le monde terrestre du royaume des morts et afflue de la haine. Voilà. On trouve d'autres cours d'eau qui sont tout aussi sympas aux enfers, hein, par exemple la Cocyte qui est alimentée par les larmes de ceux qui se sont mal conduits. ou encore le Plégéton qui est fait de flammes qui maintient en vie les malheureux en route pour le champ du châtiment. Voilà, ça donne pas très envie quand même de... Ouais, l'ambiance est pas folle. Hein. L'ambiance est Et, pas oufissime. Du coup, il y a une personne qui a répondu la Loire. C'est toi, Ben ? Ah non, c'est pas moi. Moi je joue C'est pas toi ? Non, je joue pas. Mais visiblement, il y a un gars du coin. Question numéro 8. Quel dinosaure a été découvert en grand nombre dans la mine de charbon de Bernissart, en Belgique, au 19e siècle ? Est-ce que c'est le Diplodocus, l'Iguanodon, l'Ankylosaure ou le T-Rex ? Grosse découverte. Grosse Alors, découverte. Moi, j'ai répondu assez rapidement. Je crois que j'ai une intuition. Ah ouais. Si c'est la Ouais. question du sponsor, c'est parce que c'est un rapport avec les dinosaures. Donc PandaCraft, vous l'avez vu tout à l'heure en début d'émission, c'est donc une entreprise qui vous propose des kits créatifs pour les enfants. Voilà. Et donc vous avez à chaque fois un petit fascicule comme ça qui vous permet d'en savoir plus. Là en l'occurrence c'était sur les dinosaures. Hein. Donc tout simplement vous avez un petit fascicule sur le Triceratops, ce géant fascinant ce mois-ci. Et vous avez un petit kit à construire, un truc sympa que vous pouvez faire avec vos enfants ou qui peut faire tout seul. Et là c'est le Triceratops. Voilà. Alors, par contre j'ai une grosse tête moi donc ça ne passe pas. Moi, je crois que c'est l'iguanodon, mais je suis pas sûr. Pourquoi ça serait l'iguanodon ? Parce qu'il me semble, que ça doit être à peu près à l'époque où on commence à découvrir les dinosaures et on commence à s'intéresser à la paléontologie. Et je crois que l'iguanodon était l'un des premiers à être découvert. Mais je suis pas certain.
Eh ben écoute, Je me gourre. figure-toi qu'en fait, il y a une trentaine de squelettes d'iguanodons, Ah, c'est bien ça, qui ont été découverts à partir de 1878 dans les mines de charbon de Bernissart. C'est une découverte vraiment hyper importante qui va permettre de reconstituer plusieurs exemplaires presque complets de corps. Voilà. Question numéro 9. Qui manifeste lors du Candy Bar Protest? Est-ce que c'est des soldats, des employés de raffinerie, des enfants ou des mères de famille? Donc ça veut dire que c'était dans un pays anglophone pour que ça s'appelle le Candy Bar Protest. À ce qui paraît, ça serait même peut-être vers chez toi. Ah, ok. Donc en Amérique du Nord. c'est vers chez moi, en effet. C'est pas loin. Bah, je réponds pas. Je ne réponds pas. J'aurais dit des darons, moi, quand même. Je réponds pas. Moi, j'ai pas répondu. Si je voulais faire le salaud, Moi, je t'aurais dit je c'est ton dirais des moment, employés. c'est ton moment, Vianne, c'est pour toi cette question. Je dirais des employés de raffinerie, mais j'ai pas osé voter. Eh ben écoute, presque, puisque c'était des enfants. Canada. Presque. Comment ça, Les presque enfants employés de raffinerie. C'est ça. 25 avril 1947, la colère gronde dans les rues de Ladysmith en Colombie-Britannique. Une bande d'enfants se réunit, crée des banderoles et invente un chant. Leur réclamation ? Redescendre le prix d'une barre de chocolat de 8 cents affichée aux 5 cents d'origine. Il faut dire qu'ils n'avaient pas été prévenus de cette hausse de près de 60% et que ça change pas mal de choses pour leurs étrennes. Le mouvement du Candy Bar Protest s'étend dans tout le pays. Mais en vain, le prix ne baissera pas. Une peinture murale à Chemenus, peinte en 2017, représente les jeunes manifestants mangeant de la glace. Le prix de celle-ci n'avait alors pas bougé, il leur avait bien fallu trouver un autre goûter. Mais c'est génial. C'est extrêmement C'est spécifique génial. comme période de l'histoire. Ah, c'est très spécifique. Pour quelle raison Edith Rosenbaum, survivante de la première classe du Titanic, poursuit-elle la compagnie? Est-ce que c'est pour le traumatisme qu'elle a subi, pour un retard pour un rendez-vous important, pour la destruction de papiers administratifs ou pour la perte de ses bagages? J'avais lu cette anecdote, je suis pas sûr de la réponse, mais j'avais déjà lu cette anecdote. Alors, Et quoi donc moi je pense que. dis-nous. Bah non, attends, il reste du temps là. Mais non, mais vas-y, Et je pense vas-y. je pense que c'est à cause d'un retard pour un rendez-vous important, mais je suis pas certain. Tu penses qu'elle avait quoi comme type de rendez-vous? Je sais pas. Je sais pas. Parce que Peut-être pour pas. traverser le monde, quasiment. J'ai hésité entre ça et elle a perdu ses bagages. Ah. Et Ah, mais à l'époque, l'Europe, c'était un désert médical. Pour aller chez l'orthodontiste, il fallait aller traverser l'Atlantique. C'était... Sachant Ah ouais. que l'orthodontiste, c'est donc un spécialiste des iguanodons, puisque odontiste, ça veut C'est dire ça. avoir des dents. Mais c'est que, oui, tout a un lien ici. Donc, l'américaine Edith Rosenbaum est acheteuse de mode, styliste et correspondante en France pour le Women's Wear Daily. Excusez-moi pour mon super accent. Lorsqu'elle embarque sur le Titanic en 1912, souhaitant rejoindre New York avec ses achats de la saison, elle est accompagnée de pas moins de 19 valises et malles pour lesquelles elle aurait réservé une seconde cabine. Edith aurait soigneusement refermé la porte de cette pièce avant d'être évacuée du paquebot, mais cela n'a bien sûr pas suffi à les sauver. En 1913, elle poursuit la White Star Line pour la perte de ses bagages et obtenir réparation. Parce que merde. Et elle avait quoi dans ses bagages, on le sait? Elle avait quoi? Des achats. Elle avait fait ses achats de la saison, puisqu'elle Ok. était styliste, donc des fringues. Je pense des fringues qui avaient coûté beaucoup de pognon. Mhm. Voilà. Prochaine question numéro 11. Ah, j'ai pas fait le point encore mais c'est pas grave. Quel est le lien de parenté entre Louis XV et Louis XVI? Est-ce que c'est grand-père petit-fils, père-fils, oncle-neveu ou cousin? Mhm. Louis XV, c'était qui pour Louis XVI? C'était son grand-père, son père, son oncle? Ou est-ce qu'ils étaient cousins? Pam 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 pam. C'est un une doute. excellente question. ils étaient oncle et neveu ou pas? Ils étaient grand-père et petit-fils. Bah non. Et ouais.
Eh ouais. Il y a qui entre-temps? Louis XVI est le fils du dauphin Louis de France, lui-même fils de Louis XV. Voilà. Louis de France meurt d'une maladie des poumons en 1765 à 36 ans. Louis XV a survécu à ses 2 fils légitimes et la charge de dauphin revient donc à son petit-fils qui deviendra une dizaine d'années plus tard le roi Louis XVI. Combien de temps en moyenne les passagers du Titanic ont-ils pu profiter tranquillement de la croisière? Voilà une bonne 80, question. 4 heures, 78 heures, 49 heures, 29 heures 30 et 83 secondes. Oh. Alors, en vrai, je sais où il a coulé. Je sais. Parce qu'on peut le voir sur Google Maps. On peut le voir, il y a... Ouais. Il est mis et il y a des photos de... Il y a des photos de l'épave sur Google Maps. Donc ça, tu peux le voir. Et donc, vu le trajet qu'il a dû faire, étant donné qu'on devait mettre quand même dans les 7 jours pour traverser, j'ai mis 84 heures. Moi. Le Titanic heurte un iceberg le 14 avril 1912 à 23h40, 4 jours après les premiers embarquements du 10 avril à Southampton, j'arrive pas à le dire, et Cherbourg. Et après à peine 84 heures de voyage pour les passagers ayant embarqué le 11 avril à Queenstown. Je suis vraiment étonnée. Donc j'ai ouvert Wikipédia pour voir où est-ce qu'il avait coulé. Effectivement, c'est plus proche de l'Amérique du Nord que de l'Europe. Mais en avril, parce qu'on s'entend qu'il a pris un iceberg, en avril, qu'il y ait de la glace là, ça me semble fou. Ouais. Bah oui, mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, à cette époque-là, il n'y en a plus. Question numéro 13. Dans la religion catholique, lequel de ces hommes n'est qu'un des 12 apôtres? Jude, Paul, Matthieu, Simon. N'est pas un des 12 apôtres. Pardon, il y a eu un... Ah merde! Ah bah non, ça change tout! Ah, je peux pas annuler! Ah, je peux pas annuler. Je suis en train de faire un script là-dessus. Ah là 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 là, je suis désolé. C'est ma faute. Attends, c'est parce que voilà. Et t'étais trop à fond dans le jeu et du coup... Ouais, mais du coup j'ai la réponse. Mais c'est pas ce que j'ai répondu. Le mot apôtre vient du grec apostolos, que l'on traduit par envoyé ou encore chargé de mission. On retrouve ce terme à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour désigner différents groupes de personnes, mais plus particulièrement les 12 disciples de Jésus. Parmi ces disciples, nous retrouvons bien sûr Simon et Jude, à ne pas confondre avec Judas, l'Iscariote, ainsi qu'un certain Matthieu avec 2 T. Voilà. Matthieu... donc c'est pas Paul. Voilà. C'est pas Paul, tout simplement. Est-ce que tu as dit que apôtre, ça veut dire chargé de mission ? Moi, c'est ce qui est apostolos. Ça vient du grec apostolos. Chargé de projet. C'est ça. Parce que le nombre de gens qui disent qu'ils sont chargés de projet ou chargés de mission sur leur CV, ils pourraient juste mettre apôtre. Question numéro 14. Qui nomme le ou la présidente ou président, directrice du musée du Louvre? Est-ce que c'est l'Académie française, le chef de l'État? Personne parce que c'est un concours, ou est-ce que c'est la direction des monuments historiques? Alors, je sais qui c'est pas dans le D4 déjà, ça c'est certain. Qui nomme le président directeur ou la présidente directrice du musée du Louvre? Bon, Monté, tu nous as aidé. On peut en éliminer un. Moi je réponds, mon objectif c'est finir à 0. Le président directeur du Louvre est nommé par le président de la République pour un premier mandat de 5 ans qui peut être renouvelé 2 fois pour 3 ans. Eh ben... Cette personnalité doit être choisie parmi les conservateurs des musées nationaux. Ainsi, Laurence Descartes, actuelle présidente directrice du Louvre, qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2021, a été conservatrice au musée d'Orsay. Voilà, question numéro 15. Comment s'appelle l'ancêtre du corset? Est-ce que c'est le corps à baleine, la crinoline, la gaine ou rien? Parce qu'on laissait les femmes respirer tranquillement quand même. Alors, tu sauras que le thème de Tout le monde veut prendre sa place du midi, c'était sur l'histoire des vêtements. Ah ouais, et ben tu sauras. Ta vidéo que aussi. La vidéo qui est sortie ce midi sur YouTube Nota Bene, c'est l'histoire du décolleté. J'ai vu passer ça. Mais du coup, je sais ce que c'est qu'une crinoline maintenant. Eh bien, vous saurez que sur Syllabus, on n'en parle pas du tout. Et je sais que la crinoline, ce n'est pas ça. La crinoline, c'est ce qui fait c'est l'armature des robes là, pour que la robe soit plus grande. Vous avez répondu quoi, vous? J'ai répondu la gaine, mais Moi, j'ai pas répondu. La gaine, ça me paraît bizarre. La gaine, il y a un délire en plus. Il y a un délire à la gaine.
Ouais, Moi, j'ai envie de dire rien. il y a un délire, mais c'est pas celui-ci, puisque c'était le corps à baleine. Voilà. Ouais. Le corps à baleine. C'est un peu Gain, insultant, c'est le mot vagin à la base en latin, ça veut dire gain. Et ou fourreau. Fourreau pour les épées. Mhm. Ouais, bah ça fait sens, du coup. Ça fait sens. Ouais, C'est ouais. juste moins tranchant. Beaucoup de gens ont répondu la gain d'ailleurs. En tout cas, Ouais. le corps à baleine se porte par-dessus la chemise en guise de sous-vêtement. Il est principalement porté au XVIIe et XVIIIe siècle par les femmes, mais aussi par les enfants et les hommes pour que tout ce petit monde bénéficie d'un maintien élégant. Avec les changements de mode, on finit par lui préférer le corset qui sculpte différemment le corps. Question numéro 16. Où est enterré Molière aujourd'hui ? Est-ce qu'il est enterré au Panthéon, au Père-Lachaise, dans la fosse commune du cimetière Saint-Joseph ou on sait pas ? À votre avis ? Alors, moi, je crois que j'ai la réponse. Et j'ai un gros doute. Très gros doute. Père Lachaise. J'y suis passé au Père Lachaise, mais j'ai pas vu sa tombe. Après, c'est grand. J'ai le failli y Père Lachaise. mourir au Père Lachaise, il y a 2 ans. Ah ouais ? Comment t'as fait ? Écrasé par un camion. Il y a littéralement un utilitaire qui reculait, utilitaire avec des portes pleines, donc il n'y avait pas de rétro. Et j'étais avec ma copine, et en fait, elle l'a vu au dernier moment, elle m'a tiré sur le bas-côté, et j'ai vu le camion à ça de mon visage. Vraiment. Et il roulait vite, et reculant. Donc je pense que je perdais au rapport de force. Ah la vache. Bah t'aurais été au bon endroit, mais Le dramaturge Molière laisse l'église embarrassée après son décès. Il n'a pas eu le temps de signer une renonciation de sa profession de comédien avant de rendre l'âme, et ne devrait pas pouvoir être enterré religieusement. Mais bon, refuser une sépulture chrétienne à une célébrité, ce n'est pas trop top non plus. Alors le lendemain de son décès, l'épouse de Jean-Baptiste Poquelin se présente à l'archevêque de Paris et au roi pour le défendre. Molière sera finalement enterré de nuit dans le cimetière de la chapelle Saint-Joseph. Puis, plus d'un siècle après sa mort, en 1792, on décide de réunir sa sépulture avec celle de La Fontaine. Comme le projet n'est pas encore hyper abouti, les 2 dépouilles restent un moment dans les locaux du cimetière, puis sont placées dans le musée des monuments français. Lorsque le musée ferme enfin, Molière et de La Fontaine trouvent une place durable dans l'actuel Père-Lachaise. Il semblait bien l'avoir vu là-bas, en fait, tout simplement. J'avais un doute. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un cercueil qui est sur pilotis, qui est en l'air. Si, Ah. tout à fait. C'est quand même bizarre le principe de enterrement sur pilotis en hauteur. Du surterrement, là. Ouais, du surterrement, ouais. Attention, grosse question. Quelle chaîne de supermarchés française ferme sa dernière enseigne en 2009 ? Est-ce que c'est Mammouth, Seafood, Leclerc ou Bravo ? Bah, étant donné qu'il y en a 2 sur les 4 que je connais pas, Eh ben j'avoue que moi, Seafood et Bravo, Si je elles ne avaient- connais pas. si elles Non, avaient non, fermé, je me serais en pas. mode, bah ouais, normal, quoi. C'est. Alors, par contre, moi, je vais vous raconter un truc qui est osef au possible. Ah ben, Mais moi, quand j'habitais dans l'Est, quand j'étais jeune, il y avait partout chez moi des coccinelles. Des magasins qui s'appelaient des coccinelles. Et ça avait tout été racheté par Colruyt, qui est une chaîne néerlandaise. Et en fait, après avoir chez moi, dès que j'avais entre 6 et 10 ans, tout était des enseignes néerlandaises. Et il se trouve qu'en réménageant à Fougères, il y a un coccinelle en bas de chez moi, et c'est les derniers de France dans la région. Du coup, je pensais que l'enseigne n'existait plus. Et en fait, tu l'as elle retrouvé. existe encore. Bon, en tout cas, en 2009, et c'est bien triste, a fermé le dernier Mammouth. Mammouth. Et oui, Oh oui le Mammouth. Oh C'est fou des non. bravos, c'est quoi C'est fou des bravos, là. Mais, alors, je sais pas c'est quoi ces foot des Bravos, honnêtement. Je ne connais pas. Faudra qu'on en élucide, du coup, qui a Food, préparé, parce que food moi, je and ne drink. connais pas. Leclerc, tout le monde sait que ça n'a pas fermé. Ah donc bah c'est vrai j'y étais encore tout à l'heure, donc effectivement, Ah bah, c'est j'y plutôt vais bien. Ah bah régulièrement. voilà, je suis défavorisée. que- Voilà. Je pensais que c'était Leclerc. L'essence est pas chère, l'essence est pas chère. Parce que pour moi, Mammouth, c'était le magasin que mes parents me racontaient qu'ils allaient à Mammouth quand Oui. ils étaient jeunes. Et donc, voilà, j'avais supposé que c'était déjà Tu fermé. veux pas faire un reboot? En tout cas, ça a été créé en 1968, Mammouth. Et l'enseigne de supermarché va fermer progressivement ses magasins dans les années 90. Le dernier hypermarché ferme ses portes en 2009. Avec son premier slogan ouais. Mammouth écrase les prix, l'enseigne est assez emblématique des années 1960 et du boom des grandes surfaces alimentaires en France. Son rachat par le groupe Auchan en 1996 provoque de grands mouvements sociaux et syndicaux. Quel est le symbole de la royauté française ? Est-ce que c'est la camomille, le léopard, le coq ou la fleur de lys ? La camomille, moi j'en plante chez moi.
C'est sur les questions faciles que j'ai le plus peur de me planter. C'est normal. En plus, moi, je rigole entre guillemets, mais c'est vraiment, c'est pas très cool de ma part. Mais je sais que moi, je déteste les quiz quand c'est moi qui dois y participer. Surtout les quiz histoire, tu vois. Les gens s'attendent tellement à ce que je. Il y a de la pression, réponde. bah Ah ouais, non, c'est. Tu perds, ouais, bah oui. Moi, je perds du coup, à tous les coups. Allez, c'est parti. Donc, la fleur de camomille, exactement, c'est ça. Non, c'était la fleur de lys. La fleur de lys, personne n'a répondu de la camomille. Vraiment, ni le léopard. Ni le léopard. Ouais. Voilà. Le coq un peu. Le coq un petit peu. Si le lys s'impose sur les armes de certains carolingiens et capétiens, c'est Louis VII qui achève d'associer la fleur de lys à la royauté française au XIIe siècle. Si les premiers ajouts sont timides, tous ses descendants adoptent des décors, vêtements et blasons fleurs d'Élysée. Ah, je connaissais pas voilà. Elles sont dès lors représentées sur un champ d'azur. Leur nombre est 2 siècles plus tard fixé à 3 sur les armoiries, histoire de faire un lien avec la Sainte Trinité. Lors de l'essor de l'héraldique, la science et l'étude des armoiries, en gros, les voisins choisissent eux des symboles plus sauvages, comme l'Angleterre qui va choisir le léopard, par exemple. Quelle est la nationalité de Freud ? Ah ben mais d'accord, du coup je viens de répondre. Mais est-ce qu'il était autrichien, tchèque, allemand ou belge ? Mais du coup, parce Merci, que t'as vécu à Vienne en Tchéquie du coup. J'y suis beaucoup allé en Tchéquie. Ouais. Après, bon, c'est ce qui est de ce pays a aussi été d'un autre, hein, donc peut-être des questions d'époque aussi, je sais pas. Ouais. D'ailleurs, il y a des forcément. D'ailleurs, c'est un truc très drôle puisque un des symboles, j'attends que le compte finisse. Un des symboles de l'Autriche, c'est Mozart. Et Mozart est lui-même né à Salzbourg, à l'époque où Salzbourg ne faisait pas partie de l'Autriche. Et c'est revendiqué. Aujourd'hui, c'est en Autriche, et du coup, c'est revendiqué. Et c'est sur tous les chocolats, là-bas, on le voit partout. C'est un emblème national, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui, de son époque, n'était pas inclus dans le pays en question. Bon. Monté, vous avez un petit peu aidé. Désolé. C'était un Autrichien. Hein, voilà. 266 personnes qui ont répondu correctement. Sigmund Freud, considéré comme le fondateur de la psychanalyse, naît à Pribor. Si la ville est aujourd'hui située en République tchèque, elle faisait partie en 1856 de la province autrichienne de Moravie. C'est à 82 ans qu'il quitte Vienne pour fuir l'antisémitisme du national-socialisme et s'installe à Londres. Il y meurt 1 an plus tard, en 1939, sans avoir changé de nationalité. Question numéro 20. Parmi les 61 musées nationaux, quelle collection a le plus d'objets ? Est-ce que c'est le patrimoine industriel, l'histoire naturelle, l'archéologie ou l'art ? C'est super tendu comme question. Est-ce que tu considères qu'un os c'est un objet ? Ah, bonne question. Ouais. Là, il y a une... Ouais. Hey. Hein, n'est-ce pas ? Oh. Du coup, je vais pas répondre parce qu'il y a un problème de comptage. Je suis sûr qu'il y a une douille dans le comptage. Il y a un piège. Écoute, en tout cas... On n'a pas eu de question de piège depuis le... L'histoire naturelle, ça pourrait être chaque petit caillou de merde. Et chaque insecte de merde, là, hop, un objet. Donc, parmi ces 61 musées, 61 musées possèdent l'appellation Musée de France. Ils cumulent à eux près de 80,6 millions d'objets qui appartiennent directement à l'État. Parmi ce nombre impressionnant d'objets, 83% relèvent de l'histoire naturelle. Ah voilà, les cailloux, je te dis, les cailloux, les poussières. 11% de l'archéologie et seulement 6% concernent les beaux-arts ou encore le patrimoine industriel et technique. Voilà. Et j'ai un petit nota bene avec marqué « Attention à ne pas confondre les musées nationaux avec ceux appartenant au réseau de la réunion des musées nationaux du Grand Palais, qui appartiennent souvent avec leur collection à des collectivités territoriales. » Voilà, faut pas confondre. C'est pas les mêmes budgets. Question numéro 21. Qui est Sam l'insubmersible ? Est-ce que c'était un pilote d'avion, un cheval, un char ou un chat ? Alors j'ai répondu. Sam. Bon, je parie un peu sur les points là, mais... Sam l'insubmersible, autrement... Tout est possible. Pour moi, là, tout est possible. Celui qui ne boit J'aurais voulu une réponse, un sous-marin. Moi, j'ai répondu à l'animal, mais je sais pas si j'ai répondu le bon. Sam l'insubmersible. J'ai mis un cheval, mais sûr, c'est un chat. Eh bien, il s'agissait d'un chat, en effet.
Allez, ah bah oui, c'était l'un des deux, forcément. On aurait pris l'habitude d'embarquer des chats à bord des navires il y a à peu près 8000 ans. Un chat, sur un bateau, c'est plutôt pratique puisqu'il chasse les rongeurs qui peuvent attaquer les cordes, la coque, se servir dans les cargaisons alimentaires, mais aussi et surtout menace la santé des marins. Parmi ces chats, il y en a un qui s'est pas mal distingué, Unsinkable Sam aurait tour à tour œuvré dans la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande entre 1935 et 1945, et dans la Royal Navy lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a survécu au torpillage de tous les navires sur lesquels il a posé ses petites patounes. Après 3 destructions de navires en 6 mois, il prend sa retraite en 1941 et finit sa vie de poticha tranquillement dans la maison des marins de Belfast. Dans la société féodale, à qui le vassal prête-t-il hommage ? Au chef ? À l'employeur, à l'oberau ou au suzerain? Je joue beaucoup à Crusader King. Beaucoup. À cause de quoi? De Durkin? Je joue beaucoup à Crusader King, qui se passe pendant le temps féodal. Ok. Où je commence souvent en tant que le plus petit vassal possible. Dernièrement, d'ailleurs, on a eu la chance de collaborer avec Crusader Kings sur la chaîne Nota Bene et on a fondé la dynastie des Brio. Voilà. Par la cérémonie de l'hommage, le vassal promet d'aider son supérieur, le suzerain, et se met sous sa protection. L'échange est principalement politique et militaire, mais comme l'entretien du matériel de guerre, par exemple un cheval, ça coûte cher, le suzerain peut donner un fief à son vassal qui lui générera des revenus. Selon les situations, le vassal peut aussi offrir des cadeaux à son suzerain à l'occasion de divers événements. Bref, c'est un petit peu au cas par cas. En quelle année naît la République populaire de Chine ? Est-ce que c'est en 1934, en 1949, en 1976 ou en 1991 ? J'ai mal répondu. Ah, de temps en temps, une petite question comme ça, là, tu sais, t'as des questions un peu faciles, un peu joviales, et puis là, boum. On s'y attendait pas. Et avant la République populaire, c'était quoi? C'était... Ah, en plus, ça porte les noms très proches à chaque fois. C'était la République pas populaire? Si, la République de Chine. République de Chine tout court. Oui, c'est la République de Chine tout court, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc qu'on a en exil sur Taïwan avec Chiang Kai-shek, non, c'est pas ça? Sans transition, en quelle année naît la République populaire de Chine? C'était en 1949. Mao Zedong proclame le 1er octobre 1949 la République populaire de Chine sur la place de Tiananmen à Pékin. Cet événement fait suite à de nombreuses années de guerre civile entre nationalistes et communistes, même si ces derniers combats ont lieu en 1950. Ce régime est encore en vigueur aujourd'hui. Quel territoire a été vendu par Napoléon Ier? Est-ce que c'est la Corse, Trafalgar Square, le Milanais ou la Louisiane? Alors là... J'ai la ref. Ah, c'était un scandale. Oui, c'est un scandale. Il y a un bail avec l'Espagne, non? En plus, il y a un scandale avec l'Espagne, non? Et gros, c'est un territoire qui avait été rétrocédé, non? Il s'agissait de la Louisiane, et vous êtes très nombreux à avoir correctement répondu. Le territoire de la Louisiane de 1803 est bien plus important que celui de l'État actuel. On parle quand même de 2 145 000 km², soit presque 23% de la superficie actuelle des États-Unis. Alors empereur, Napoléon est poussé à vendre cette région pour des raisons économiques et politiques. On pense qu'il voulait surtout embêter les Anglais qui dominaient les mers. Il serait plus difficile pour eux d'occuper la Louisiane si elle était intégrée aux États-Unis plutôt que gérée par des envoyés français en sous-effectif. Bonaparte vend donc tout ça pour une somme équivalente aujourd'hui à peu près 250 millions de dollars. Voilà. Il me semblait qu'il y avait une histoire, c'est peut-être que je me gourre, mais il n'y a pas une histoire avec l'Espagne où à un moment l'Espagne a récupéré la Louisiane pendant un temps court, la France la récupère pour la revendre, et que du coup ça les arrangeait pas parce que du coup ça leur mettait une frontière avec les États-Unis, avec les États-Unis, mais avec les États-Unis en plus. Alors, c'est pas un bail du genre? Ça a été une subdivision de la Nouvelle-Espagne entre 1762 et 1800, la Louisiane espagnole. Okay. Voilà. Ouais. Les Espagnols acquérirent la Louisiane française grâce au traité de Fontainebleau en 1762, par lequel les Français cédèrent ce territoire à leurs alliés. Cependant, les Français reprirent le territoire en 1800 avec le traité de San Ildefonso. Voilà. Question numéro 25. Où est mort Pline l'Ancien? Est-ce qu'il est mort à Rome, à Pompéi,
à Stabi ou à Com? À Com. Ponce. Je me suis l'article Wikipédia il y a pas longtemps. À... Je crois. Bon, et il est mort en tout cas, il est mort suite à l'éruption de Pompéi. Et donc le 24 août 79, il était à Misène, à quelques kilomètres du Vésuve, avec la flotte militaire qu'il commandait. Quand l'éruption volcanique a commencé, il a souhaité aider quelques-uns de ses copains, et pourquoi pas, tant qu'à faire, voir tout ça d'un petit peu plus près. Donc il va traverser la baie avec ses galères, et il rejoint Stabi, qui est une cité juste en dessous de Pompéi. Mais malheureusement, à 56 ans, il n'était peut-être pas suffisamment en forme pour cette expédition, et il meurt subitement, probablement d'asphyxie, alors que tout le monde autour de lui fuit les flammes et le souffre. Voilà. C'est mort à Stabi et pas à Pompéi. Putain, merde. Et oui. Pompéi. Et oui. C'est une erreur commune. Il n'y a pas de honte à être tombé dans le panneau. Vous êtes 181 à vous être fait arnaquer sur cette question. Voilà. Question numéro 26. Quand la communauté internationale considère-t-elle pour la première fois le thylacine, éteint? Alors, il y a plusieurs propositions. 1982, 1902, 1936, 2002. Vous pouvez aussi vous poser cette question. C'est quoi Une la vidéo, d'ailleurs. thylacine? N'est-ce pas? Il y a une vidéo d'ailleurs du dernier individu en vie. Ah oui? Oui. Où ça? Il est filmé dans un zoo, dans un zoo en Australie, il me semble. Ou dans un zoo Un en Tasmanie. animal. Ouais. Ok. Ouais. Le thylacine, c'était un petit, c'est un mammifère tigré de la taille d'un loup, donc pas si petit que ça. À l'origine très présent en Australie et en Nouvelle-Guinée. Il va se retrancher en Tasmanie à cause de la chasse par les aborigènes et de sa concurrence avec le dingo. Le thylacine se fait donc déjà rare lorsque les explorateurs y mettent les pieds au XVIIe et XVIIIe siècle. La première rencontre avérée avec des explorateurs français n'est qu'en 1792. L'espèce résiste encore un peu, mais ne fait finalement pas le poids face aux chasses des éleveurs de moutons qui l'accusent de se servir dans leurs troupeaux. Le dernier thylacine, un dénommé Benjamin, même si on ne connaît pas son sexe, meurt en captivité en 1936. Comme on n'en voit plus pendant une cinquantaine d'années, eh bien on le déclare éteint en 1982. Voilà. J'ai répondu 36 parce que justement, il me semblait bien qu'il y a justement la vidéo du fameux Benjamin, qui est une vidéo de cet animal, qui est le dernier connu en fait. Ouais. Et ouais. Alors ça, c'est vrai que c'était une question très, c'était perfide. C'est piège. C'est piégeux. Ouais. Question numéro 27. Quels sont les prénoms des frères Lumière? Est-ce que c'est Auguste et Antonin, Auguste et Louis, Charles et Gaspard ou Lazare et Louis? Alors... Il y a un prénom dans la liste que j'aime beaucoup. C'est quoi? Qu'on donne pas assez. Lazare. Je trouve que c'est un prénom qu'on donne pas assez. Ah c'est vrai, j'aime bien Lazare moi. Pourquoi ça me fait penser à un méchant dans Disney, non? Il y a pas Casper dans Casper, il y a pas un Lazare? À un moment donné? Je sais pas. Moi j'ai répondu un truc, mais enfin, je pense que je suis influencé par autre chose que le gars qui a fait l'espéranto, c'est la même époque. Il s'appelait Louis Lazare, la meuf. Non, il y a un Auguste dans le délire. Les frères Lumière, à savoir Auguste et Louis, de leur petit nom, sont deux ingénieurs et industriels français ayant entre autres travaillé sur le cinématographe. Ils ont repris les travaux d'autres ingénieurs, dont le polonais... Putain, ça y est, alors attends. Kazimierz Prozkowski pour réaliser un appareil de plus grande qualité. 2 ans seulement séparés les frères, qui n'ont pas uniquement œuvré ensemble, ils ont épousé 2 sœurs et ont longuement vécu dans des appartements symétriques au sein de la même villa. Ça devait être sympa. Ça devait être vraiment... Ouais, c'est trop fusionnel pour moi, là. Ouais, ça va beaucoup trop loin. Ouais. Oh la vache. Comment s'appellent les fouilles archéologiques prévues avant les travaux? Est-ce que c'est les fouilles pré-aménagement, les fouilles préventives, les fouilles capitales ou les fouilles folles? Ce serait rigolo que ça s'appelle les fouilles folles. Les fouilles folles. Les fouilles folles. Les fouilles. Y a pas un mot d'argot pour les fouilles?
Bah non, parce que c'est un mot d'argot, c'est-à-dire que les fouilles, pour moi, c'est les poches. C'est ça, hein? Ouais, ok. Alors, il s'agissait effectivement des fouilles préventives. Voilà. Si tu veux construire un immeuble dans une zone historique, comme dans un centre-ville ou à proximité d'un château, eh bien, non seulement tu devras sûrement prévoir dans ton calendrier un temps de fouille préventive, suite à un diagnostic de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. L'espace des travaux peut être diagnostiqué comme une zone sensible et on essayera de recueillir de la manière la plus exhaustive possible des données archéologiques, d'en faire l'analyse et d'en assurer la compréhension avant que les vestiges ne soient détruits par les travaux d'aménagement. Ce type de fouille a permis de mettre au jour de nombreux trésors, par exemple un temple de Mitra du 3e ou 4e siècle sous les contours de la ligne de tram à Angers, ou encore le corps extrêmement bien conservé d'une dame du XVIIe siècle à Rennes, avant la transformation des ruines du couvent des Jacobins en centre des congrès. Et ces fouilles-là, en fait, elles sont capitales en archéologie. Ça nous permet vraiment d'apprendre énormément de choses et de préserver notre patrimoine. Mais c'est vrai que dans certaines villes, ça peut poser plus de problèmes que d'autres. Je sais que je crois qu'à Rome, ils sont vraiment emmerdés dès qu'ils... Ah oui, c'est pour le métro. Ah bah ouais, Ouais. dès qu'ils creusent un trou là-bas, c'est la mort. L'avant-dernière question. Comment s'appelle le pyromane du temple d'Artémis d'Éphèse? Est-ce que c'est Érostrate, Caracalla, Caligula ou Héphaïstos? Ça aussi, on en a parlé un jour dans une vidéo qui s'appelait 5 trucs totalement absurdes de l'histoire. Un titre bien vendeur. Ouais, par élimination, j'ai tenté un truc. Mais... Caracalla. C'est rigolo ça, Caracalla. Moi, je regarde les mots rigolos. Moi, par déduction, moi, je dirais que c'est Érostrate. Non? C'est ça ou pas? Eh bien, est-ce que je peux le dire là? Eh bien oui, tout à fait. Parce que Héphaïstos, c'est le dieu de la forge, c'est ça? Ouais. Caligula, c'est un empereur romain. Et Caracalla, c'est un mot qui est beaucoup plus latin que grec pour moi. Donc, par définition. C'est aussi un Pardon. empereur. Voilà. Bon. C'est aussi un empereur. Ouais. Donc, il reste qu'un mot grec dans le tas qui peut être éligible. Et Caracalla, en fait, c'est le nom d'une tenue gauloise, qui est un peu typique, qui porte très, très souvent, en gros. Dans les différentes listes des 7 merveilles du monde de l'Antiquité, on retrouve régulièrement un nom. Le temple d'Artémise à Éphèse, une des plus anciennes et plus grandes cités grecques d'Asie mineure. Certaines sources nous parlent d'un monstre de marbre d'environ 140 mètres de long et 70 mètres de large qui abrite une statue cultuelle, de la déesse de la nature sauvage et de la chasse. En parallèle, un certain Érostrate devait s'ennuyer et décide que l'anonymat, ça n'est pas pour lui. Il met le feu au temple. Même si on est en 356 avant Jésus-Christ, Érostrate est bien vite attrapé et avoue aussi vite son crime. L'apprenti célébrité est condamné à mort et on interdit à son nom d'être mentionné. Il pensait sûrement bien faire, mais ça n'a pas pu empêcher l'historien Théopompe de citer le nom du coupable dans ses Helléniques, ni Strabon, Élien ou encore Solinus par la suite. Jean-Paul Sartre a même écrit une nouvelle sous forme d'un dialogue où en quelques lignes, on apprend que si le nom de l'architecte n'est pas passé à la postérité, celui du pyromane, si. Donc du coup, il a réussi son coup, le Érostrate. Voilà. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Question numéro 30, attention. Quelle est la particularité de la ville de Derinkuyu en Turquie? Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le lieu de naissance. Aussi. C'est le lieu de naissance d'Albert Camus. Ou alors, elle n'a qu'un seul habitant depuis le 19e siècle. Ou alors, elle est construite sur un immense cimetière. Ou alors, elle cache une cité souterraine. Comme la fameuse ville souterraine de Montréal, dont tous les Français parlent. Et oui, mais moi c'est incroyable parce que j'en avais entendu parler et je me dis waouh, c'était incroyable. Quand je suis venu à Montréal, j'ai jamais été sous terre. Bah non. Moi j'ai appris très fortuitement parce que j'ai été contacté par une association de gens qui sont de ma région d'origine en Haute-Marne qui ont des bails avec le Québec parce qu'en fait j'ai appris que la personne qui a fondé Montréal c'est une personne de Langres, de là où j'ai grandi. Ok. De Haute-Marne, c'est Jeanne Mance. Et du coup, tu disais, Viviane, concernant cette fameuse cité souterraine de Montréal? Ouais, que ça n'existe pas pour de vrai. Enfin, c'est juste un supermarché, quoi. Donc, c'est dans le routard, tout le monde vient en disant « Hey, on vient visiter la ville souterraine de Montréal. » Ok, bah tu vas au supermarché, tu vas dans les galeries, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai qu'il y a des stations de métro qui sont reliées, parce qu'il y a beaucoup de galeries.
mais c'est pas toute la ville, quoi. Donc, littéralement, Derinkuyu signifie le puits profond. Sous une ville plutôt classique qui abrite aujourd'hui environ 11 000 habitants, une ville souterraine bien antérieure se cache. On estime les premières villes souterraines au XIIIe siècle avant notre ère. Elles étaient suffisamment grandes pour y accueillir des familles entières avec leurs animaux et leurs vivres. La cité de Derinkuyu daterait, elle, du 8e siècle avant notre ère, lors de l'époque phrygienne, et aurait connu de nombreux aménagements lors de la période byzantine, vers le 5e siècle avant notre ère. Redécouverte en 1963, elle aurait pu accueillir jusqu'à 20 000 personnes sur ses 8 étages pour des durées plus ou moins longues. Différents aménagements comme des puits ou des cheminées d'aération ont été repérés. On pense qu'elle servait de refuge aux premiers chrétiens grecs, puis aux chrétiens orthodoxes victimes de persécutions. Merci à tous les deux. Je vous dis bye bye. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre format. Ça marche. Salut, merci les copains. Ben. Merci Bye beaucoup à bye. tous les deux. Ciao, ciao. Salut. Salut. Thank you.